Je m'appelle Jessica Moore, et 3 ans après que mes parents m'ont dit que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi, j'ai tendu à ma mère une boîte de tomates anciennes cultivées dans ma serre primée, celle dont il disait que je n'aurais jamais les moyens de me l'offrir sans leur aide. J'ai vu son sourire se flétrir lorsqu'elle a lu l'étiquette, cultivée par la fille que vous avez abandonnée. Si vous avez déjà dû mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement, restez avec moi, et commentez d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où va cette histoire. Cela s'est passé un mardi. Le soleil était aveuglant à travers les grandes fenêtres du salon de notre famille à Sacramento, et ma mère sirotait son thé au citron habituel comme si nous parlions du temps qu'il faisait, et non pas de mon avenir tout entier. Tu sais que l'appartement d'Emily a été fermé hier, dit-elle avec désinvolture, en remettant une mèche de ses cheveux colorés derrière son oreille. Centre-ville, 2 chambres, comme elle le voulait. 3 cents,000. Un bon investissement. J'ai cligné des yeux, essayant de rattraper le temps perdu. Ma sœur Emily, de 2 ans ma cadette, n'avait pas eu d'emploi pendant plus de 6 mois, mais elle était maintenant propriétaire. Mon père, qui parlait rarement, à moins qu'il ne s'agisse d'action ou d'aménagement paysager, a hoché la tête. C'est un marché concurrentiel. Nous avons dû agir vite. J'ai demandé ce qu'il en était de mon fonds d'études, même si je le savais déjà. Mon cœur battait si fort que ma voix semblait lointaine. Maman n'a même pas bronché. C'est ce qu'il y a. Il n'y a plus rien. Elle a grimacé comme si les mots étaient inconfortables dans sa bouche, mais pas assez pour arrêter de les mâcher. Tu es forte, Jess, tu vas t'en sortir. Ce n'était pas un coup de poing? C'était le vol silencieux de tout ce que j'avais prévu. Berkeley était mon rêve depuis l'âge de 12 ans. J'avais les notes, les heures de bénévolat, les essais écrits. Mais sans ce fond, j'aurais tout aussi bien pu décrocher la lune. Emily est entrée à ce moment-là, tenant un smoothie et portant un peignoir comme si c'était un samedi matin. « Hey » dit-elle avec un sourire désinvolte, puis elle me regarde. « Ça va ? » « Je vais très bien » ai-je répondu, la voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Ma mère m'a jeté un coup d'œil qui m'a donné envie de crier. Emily a jeté un coup d'œil entre nous, mais n'a rien demandé. Elle ne l'a jamais fait. Plus tard dans la soirée, je les ai entendus rire dans la cuisine, mes parents et Emily. Ils préparaient déjà une petite pendaison de crémaillère pour son nouvel appartement. Le mot « fêter » est sorti dans le couloir comme une gifle. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre d'enfant, fixant le fanion délavé de l'université de Berkeley, scotché au-dessus de mon bureau. J'avais l'habitude de rêver sous ce drapeau. Maintenant, il se moque de moi. Mon oreiller a absorbé les larmes que je ne voulais pas admettre être réelles. J'ai pleuré en me couvrant la bouche, comme s'il était honteux de ressentir autant de choses. La rage se tordait dans ma poitrine, épaisse et aigre. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le choix. Ils ont choisi Emily. Encore une fois. Je me suis souvenu de toutes les nuits où j'étudiais pendant qu'elle faisait la fête. Toutes les fois où j'ai fait le ménage pendant qu'elle était félicitée pour avoir plié un panier de linge. Je continuais à espérer que si je travaillais suffisamment dur, ils me verraient, mais ils m'avaient vu. Ils ont juste décidé que je pouvais supporter la déception. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le ventilateur du plafond. Le silence étant plus froid que l'air de janvier. J'ai su une chose avec une clarté qui m'a vidé de ma substance. Je ne les supplierai pas. S'ils ne me donnaient pas d'avenir, je construirais le mien. Pas pour les impressionner, plus jamais. Mais pour prouver que j'en valais toujours la peine, même s'ils refusaient de le voir. Le lendemain matin, j'étais partie avant le lever du soleil. La maison était calme et silencieuse, le genre de silence qui me faisait toujours me sentir petit. Je ne suis pas partie dans la tempête. Je suis partie comme une ombre, en prenant soin de ne réveiller personne. J'ai griffonné un mot et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, coincé entre le bord de la coupe de fruits et une bouteille de vin rouge non ouverte qu'ils avaient probablement gardée pour la fête de l'appartement d'Emily. Le mot disait « Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es déjà personne qui m'a appris à survivre sans aide. Love. Jess. » J'avais juste assez d'argent économisé grâce aux cours particuliers et aux gardes du week-end à la crèche locale pour me payer un aller simple en bus et un mois de loyer dans une ville où personne ne penserait à me chercher, Modesto. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était à MOI. Et la chambre que j'ai trouvée avait la taille d'un placard et sentait légèrement la cannelle et la levure de la boulangerie du dessous.
La vieille dame qui me l'a louée, Madame Reyes, m'a dit que je pouvais la payer en liquide chaque semaine. Pas de bail, pas de question. En déballant ma simple valise sur le lit jumeau grinçant, je me suis murmuré, ils ne m'ont rien donné. Je vais tout faire. Chaque jour qui a suivi est devenu une guerre silencieuse contre moi-même. Je traversais la ville à pied pour me rendre à la bibliothèque du Modesto Community College. Un campus délabré qui a plus de cœur que de moyens. Je vivais dans la section biologie. Enfouie sous des livres de préparation aux examens que je ne pouvais pas me permettre d'abîmer et des notes griffonnées au dos des reçus. C'était le genre d'endroit où le chauffage fonctionnait à peine, où je devais me frotter les mains avant d'ouvrir un livre. Mais c'est aussi là qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu, ou plutôt quelqu'un. Il m'a d'abord remarqué, penché sur un guide de préparation Kaplan ouvert, avec 6 surligneurs différents et un thermos de café à moitié vide. La première fois, je ne l'ai même pas vu passer. Et la deuxième fois, il est resté immobile, les bras croisés, un léger sourire en coin. « Tu travailles toujours aussi dur ?» a-t-il demandé, la voix basse, ne voulant pas déranger les autres. J'ai levé les yeux, surprise. Et elle était grand, avec des yeux marron chauds et un sweat à capuche délavée qui disait « Go Mustang ». Ses cheveux bouclaient légèrement aux extrémités. Comme s'il n'avait pas eu le temps de les couper, et son sac à dos passait paresseusement sur une épaule. Seulement quand j'ai tout approuvé, ai-je répondu, un peu plus tranchant que je ne le voulais. Il n'a pas bronché. Au lieu de cela, il a hoché lentement la tête, comme si cette réponse était parfaitement logique. Alex, a-t-il proposé en faisant un geste vers lui. Jessica, ai-je dit, toujours prudente. Il a jeté un coup d'œil à mes notes. Je me suis mise à rire, sèchement et presque amèrement. J'essaie de le faire. Je vise Berkeley, en biologie, . C'est ambitieux, a-t-il dit, mais pas dans le sens où les gens l'entendent habituellement. Pas comme si c'était ridicule. Tu es doué pour ça? Je suis désespéré, ai-je dit, les lèvres tordues. Parfois, ça ressemble à du talent. Il a penché la tête. Eh bien, tu as souligné cette page comme s'il s'agissait d'un trésor national. Ça compte pour quelque chose, ai-je presque souri. Le lendemain. Il a pris la place en face de moi sans rien demander, et je l'ai laissé faire. Puis le lendemain, et le surlendemain. Au début, nous ne parlions pas beaucoup, nous nous contentions d'étudier, côte à côte. Nous avons feuilleté les pages en silence, échangé des regards lorsque quelqu'un éternuait trop fort ou que la sonnerie de téléphone de quelqu'un retentissait dans les rayons. Je ne lui ai pas dit pourquoi j'étais à Modesto, ni que j'avais pleuré jusqu'à m'endormir la première semaine. Je ne lui ai pas dit que je vivais au-dessus d'une boulangerie dont le plafond fuyait s'il pleuvait trop fort. Je me suis concentré sur les ribosomes, les systèmes végétaux et les exercices de lecture critique. Mais il a remarqué certaines choses. Tu ne fais pas de pause, a-t-il dit une fois, en m'observant pendant un moment. Même quand tes mains commencent à trembler. Je ne peux pas me le permettre, ai-je répondu. C'est sorti plus silencieusement que je ne l'avais prévu. Il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il m'a offert la moitié de sa barre de céréales et est retourné à ses flashcards. Dans un monde qui m'avait toujours demandé de m'expliquer, son silence était plus généreux que n'importe quel conseil. A eu cours de la semaine suivante, nous avons commencé à comparer nos notes. J'ai appris qu'il voulait devenir enseignant, que sa mère était fleuriste et que son père travaillait de nuit dans une usine de transformation, qu'il avait été admis à l'université d'État mais qu'il n'avait pas les moyens de payer les dortoirs et qu'il vivait donc avec ses cousins. Nous essayions tous les deux de fuir nos origines. Un après-midi, nous étions assis dans notre coin habituel, lui les jambes croisées, moi penché sur mon 3e projet de rédaction, lorsqu'il m'a jeté un coup d'œil et m'a dit. Tu as plus de feu que n'importe qui d'autre. J'ai levé les yeux et les regardé en clignant des yeux. J'ai levé la tête et je l'ai regardé en clignant des yeux. Le feu, a-t-il répété en tapotant le bord de mon cahier. Ce truc que les gens ont quand ils n'attendent pas la permission. Je ne savais pas quoi dire. Personne ne m'avait jamais appelé ainsi. On me disait responsable. Concentrée. Parfois froide. Mais jamais de feu. Je me suis contenté de le fixer, le cœur battant contre mes côtes comme s'il voulait les briser. Cette nuit-là, alors que je rentrais dans ma chambre au-dessus de la boulangerie, l'air sentait le sucre cuit et la chaussée humide. Je me suis murmuré le mot « feu » et j'ai souri. C'est devenu un rythme. Du lundi au samedi, comme une horloge,
j'ai parcouru les 15 pâtés de maison qui me séparaient de la bibliothèque, mon vieux sac fourre-tout en bandoulière, rempli de cahiers à moitié utilisés, de stylos récupérés et de mon livre de préparation aux examens de biologie déglingué avec des taches de café sur la couverture. Et presque à chaque fois, Alex était là. Parfois, il arrivait en premier. Parfois, c'était moi. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvions toujours dans le même coin poussiéreux, avec la lampe tordue et la table de travers. Nous n'avions jamais dit que nous nous retrouverions là. Nous l'avons juste fait. À eu début, nous parlions de choses sûres. Surtout de science. On se demandait quel professeur de biologie avait les questions d'examen les plus incompréhensibles. On a discuté des cycles de photosynthèse comme s'il s'agissait d'un débat national. Nous avons passé 20 minutes à comparer nos terribles expériences dans les cafétérias des différents campus. Mais au fil du temps, les silences entre les pages se sont transformés en quelque chose d'autre. Confortable. Personnel. Un après-midi pluvieux. La bibliothèque était plus vide que d'habitude. Les fenêtres s'embuaient et les lampes fluorescentes clignotaient au-dessus de nos têtes. Je tripotais le coin de mon projet de rédaction, essayant de trouver une meilleure métaphore pour la résilience dans ma déclaration personnelle. Alex m'a jeté un coup d'œil en mâchonnant l'extrémité de son stylo. « Tu es toujours aussi tendu quand tu parles de toi ?» J'hésitais. Oui, c'est difficile de faire passer quelque chose pour une source d'inspiration quand ça fait encore un peu mal. Il ne m'a pas demandé ce qui me faisait mal, mais son expression est devenue plus douce, plus attentive. « Tu veux le lire à haute voix ?» Je l'ai regardé, surprise. « Sérieusement ? » « Oui, je ne dirai rien, j'écouterai, c'est tout. » C'est ce que j'ai fait. J'ai lu le premier paragraphe, à voix basse, en trébuchant sur les parties où je me sentais exposée. Sur le fait que j'avais grandi en croyant que le succès signifiait être utile. J'ai parlé de mon rêve de devenir biologiste et de l'été que j'ai passé à m'enseigner les séquences génétiques parce que mon lycée ne proposait pas de cours de bio de niveau avancé. J'ai appris à persévérer, même en l'absence de pom-pom girls sur les lignes de touche. Lorsque j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis Alex a dit, « Ce n'est pas seulement bon, c'est vrai, ça a des dents. » J'ai expiré, sans me rendre compte que j'avais retenu ma respiration. « Tu crois ça ?» a-t-il acquiescé. « Tu n'essaies pas d'impressionner, tu dis juste la vérité. Il faut du courage pour ça. » Je me suis mordu la lèvre pour empêcher la chaleur d'inonder mon visage. Il s'est penché en avant, tapotant son stylo sur mes notes. « Tu as plus de feu que n'importe qui d'autre. » Il l'avait déjà dit auparavant, mais cette fois-ci, c'était différent. Plus profond. Je l'ai regardé. « Pourquoi dis-tu cela ?» Il a penché la tête. « Parce que tu te montres chaque jour. Tu te démènes plus que n'importe qui, même quand c'est injuste. Tu ne te plains pas. Tu travailles, c'est tout. La plupart des gens abandonnent. Tu continues à construire, ai-je avalé. Ce n'est pas le feu, Alex, c'est la peur. Si j'arrête, je disparais. Il n'a pas bronché. Parfois, c'est la même chose. C'est à ce moment-là que je lui ai dit. Pas tout, mais à ces points. Comment mes parents ont utilisé mes fonds d'études pour l'appartement de ma sœur, comment je l'ai découvert dans notre salon alors qu'Émilie planifiait des palettes de couleurs et que je rêvais encore des draps du dortoir de Berkeley, comment j'ai quitté la maison le lendemain matin et emménagé dans une chambre louée au-dessus d'une boulangerie, sans chauffage, sans aide et sans aucun plan. Alex ne m'a pas interrompu une seule fois. Pas de pitié, pas de jugement. Juste un silence qui ressemblait à une porte ouverte. Je n'essaie pas de leur prouver qu'ils ont tort, ai-je ajouté. J'essaie de prouver que j'existe, que j'ai de l'importance même s'ils ne le pensent pas. Et elle m'a regardé avec une sorte de compréhension. Puis il a sorti le brouillon de son essai de son dossier et l'a fait glisser sur la table. J'ai grandi en pensant que je travaillerais dans l'usine de mon père, a-t-il dit. J'ai grandi en pensant que je travaillerais dans l'usine de mon père, que je le ferais jusqu'à ce que mon dos me lâche et que ce serait la fin. Mais un jour, en 3e, mon professeur de biologie nous a fait cultiver des haricots. Et le mien a prospéré, je veux dire bizarrement, il a prospéré. Pour la première fois, je me suis dit, et si je n'étais pas obligé de rester coincé? Je souris doucement. Et maintenant? Je veux enseigner les sciences. Pour qu'un autre enfant voie quelque chose prospérer et se demande la même chose.
Nous sommes restés assis dans le silence pendant un long moment, les essais entre nous, les stylos abandonnés. Ce jour-là, la bibliothèque ressemblait moins à un lieu d'étude qu'à un refuge. Un monde secret que nous avions construit ensemble, tranquillement, régulièrement, sans avoir besoin de le nommer. Lorsque je me suis enfin levé pour partir, Alex m'a dit, demain à la même heure, et j'ai répondu, toujours. Au début du printemps, j'avais mémorisé le rythme de la préparation des examens comme s'il s'agissait d'une seconde langue. Réveille-toi. Marche. Bibliothèque. Étudier. Réviser. Répéter. Alex et moi nous sommes poussés l'un l'autre comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. Il a fait des flashcards pour les sections que je détestais, chimie organique, statistique. J'ai relu ses dissertations et j'ai fait des trous dans sa logique jusqu'à ce qu'il se mette à rire et à demander grâce. Notre routine était si régulière, si concentrée, que je me suis parfois laissé aller à imaginer qu'elle ne s'arrêterait jamais. Et pour la première fois depuis des années, j'étais pleine d'espoir. J'avais envoyé ma candidature à l'université de Berkeley 2 semaines plus tôt que prévu, en suivant chaque exigence comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Mon essai personnel était plus fort que je ne l'imaginais, brut mais déterminé. Alex a dit qu'il donnait l'impression que quelqu'un avait déjà réussi, même si personne ne lui avait encore donné le titre. Je crois en toi, m'a-t-il dit le soir où nous avons déposé l'enveloppe dans la boîte bleue de la station-service. J'ai acquiescé, mais je ne me suis pas encore laissé aller à le croire. On m'avait dit trop souvent de ne pas me faire d'illusions. Mais au fond de moi, je le voulais. Pas pour la vengeance, ni même pour la reconnaissance. Je voulais juste qu'un coin du monde me dise, oui, tu as ta place ici. Le matin, les résultats étaient censés tomber. Je me suis réveillé tôt, avant que les fours des boulangeries ne commencent à gronder sous mon plancher. J'ai regardé le plafond dans la faible lumière grise, mon cœur battant la chamade. À 8 heures, j'étais déjà à la bibliothèque de l'université, connectée au portail de Berkeley. Et la page a mis une éternité à se charger, et quand elle l'a finalement fait, mon nom n'y figurait pas. Pas de félicitations. Pas d'eau de bienvenue, pas de confetti numérique, juste l'indifférence froide de l'absence. J'ai vérifié 3 fois de plus, j'ai rafraîchi la page, j'ai fermé l'onglet, je l'ai rouvert. Toujours rien. Mon estomac a lâché comme si j'avais raté un regard. Pendant un instant, le monde autour de moi s'est brouillé. Les bords de l'écran, le bourdonnement silencieux de la bibliothèque, le bruit du crayon de quelqu'un qui tapote 2 rangées plus loin, tout s'est éloigné. J'ai eu l'impression de retomber dans un trou dont je croyais être sorti. J'ai rassemblé mes affaires, hébété, et je suis sorti dans le vent. À un coin de la rue, il y avait un café où Alex et moi nous retrouvions parfois lorsque nous voulions changer d'air. Un petit endroit avec des tasses ébréchées, trop de plantes et une serveuse qui ne nous pressait jamais de commander. Et elle était déjà là, toujours en avance, assis à notre table habituelle, avec 2 tasses de café et un sac en papier à côté de lui. Et elle a levé les yeux et a tout vu sur mon visage. Je n'ai pas parlé. J'ai juste secoué la tête une fois en m'asseyant. Pendant un long moment, il n'a rien fait. Il a juste fait glisser l'un des cafés vers moi et m'a laissé m'asseoir avec. Mes mains ont légèrement tremblé lorsque j'ai bu une gorgée. Puis, sans mot dire, il a fouillé dans son sac et en a sorti une pile de manuels scolaires usagés. Biologie. Chimie. Des cahiers de laboratoire. Annotés, soulignés, bien aimés. Je les ai trouvés dans un magasin d'occasion près du campus, dit-il nonchalamment. Ils sont un peu abîmés, mais leur contenu est solide. J'ai cligné des yeux, confuse. Alex, je ne suis pas entrée. Je sais. Alors pourquoi? Il m'a coupé la parole d'un regard si ferme qu'il m'a presque fait mal. Si l'université ne te prend pas, a-t-il dit en tapotant le manuel du dessus, nous allons créer notre propre salle de classe. Je l'ai regardé sans voix. Tu n'as pas échoué, a-t-il poursuivi. Tu as juste été réorienté. Ça craint, oui. Mais si ton objectif est de continuer à apprendre, à faire de la biologie, à faire quelque chose avec ton cerveau, rien ne t'arrêtera. Les larmes m'ont piqué les yeux. J'ai regardé les livres, les couvertures défraîchies, les dos craquelés. Je me sens tellement idiote, ai-je murmuré. Comme si j'avais construit tout mon monde autour d'une lettre dans une enveloppe. Tu as construit ton monde autour d'une croyance, a-t-il corrigé doucement. Ce n'est pas idiot. C'est courageux.
Nous sommes restés assis ainsi pendant un moment, moi repoussant mes larmes, lui empilant tranquillement les livres par sujet. Puis il a ajouté, « Alors, qu'est-ce que tu veux étudier en premier ?» Et juste comme ça, quelque chose en moi s'est remis en place. Je n'avais pas fini. Le rejet n'a pas effacé les connaissances que j'avais acquises. Il n'a pas annulé les nuits que j'ai passées à souligner des chapitres jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Et elle n'a pas volé le feu qu'Alex avait nommé en moi. Peut-être que Berkeley ne voulait pas de moi, mais je voulais toujours de moi. J'ai donc pris le livre de chimie. Commençons par là, je suis toujours nul en liaison covalente. Alex a souri. Sortant déjà un crayon. Alors on va écraser les liaisons covalentes. Cet après-midi-là, nous avons établi un programme d'études, non pas parce que nous avions des examens à passer, mais parce que nous avions un avenir à façonner. Nous n'étions pas des étudiants au sens officiel du terme. Mais nous étions quelque chose de mieux, des bâtisseurs, des rêveurs, des personnes qui refusaient de rester assises pendant que les portes se fermaient. Peut-être que ce type d'éducation ne se mesurait pas en diplôme. Mais elle était réelle. C'était la nôtre. Je ne m'attendais pas à ce que le travail au magasin d'alimentation biologique m'apprenne quoi que ce soit. Il s'agissait au départ d'une mesure de survie, d'un moyen de payer le loyer sans m'effondrer sous le poids d'une troisième équipe de plongeurs. Madame Reyes connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et 2 jours plus tard, j'étais en train d'emballer du chou frisé et du kombucha pour des clients en pantalon de yoga avec des autocollants de motivation sur leurs bouteilles d'eau. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était le mien. Le badge portait la mention « Jess » et, d'une certaine manière, cela m'a redonné l'impression d'être une personne. J'ai empilé des pommes. J'ai mémorisé l'emplacement de chaque chose. J'ai appris à sourire même lorsque les gens s'énervaient pour du lait d'avoine périmé. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est le temps que j'ai passé à parler de plantes. De vraies conversations. Une femme aux cheveux argentés m'a un jour demandé comment commencer un jardin d'herbes aromatiques à l'ombre. Je lui ai répondu que le basilic détestait le froid, mais que la menthe poussait partout. Comme une mauvaise herbe ambitieuse. Un autre homme est venu poser des questions sur le compost. J'ai expliqué les rapports carbone-azote à l'aide d'une banane et d'un sachet de TH et elle est revenue la semaine suivante avec des photos de ses pousses de tomates et un sourire narquois. Rapidement, j'ai eu des habitués. Les gens ont commencé à m'appeler la fille qui s'y connaît en plantes. Mon directeur m'a même permis d'apposer une petite note sur le tableau de la communauté. Des conseils de jardinage gratuits de Jess, demandait-on à la caisse. Je n'avais pas réalisé à quel point le sentiment d'être utile me manquait jusqu'à ce moment-là. Pendant ce temps, Alex continuait à se montrer comme une horloge. Jamais dans le besoin, jamais bruyant, juste là. Après mes heures de travail, il me rejoignait à l'arrière du magasin, là où les livraisons arrivaient, avec 2 tasses de thé et un sac à dos rempli de livres. La leçon de cette semaine, annonçait-il en feuilletant ses notes. Est la photosynthèse, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que c'était comme si les plantes mangeaient de la lumière et cela m'a donné envie de crier. Je riais, m'asseyais sur une caisse renversée et le laissais m'enseigner. Ce n'était pas seulement du contenu, c'était de l'attention. Il réécrivait les résumés de laboratoire en fonction de mon style d'apprentissage. Il s'arrêtait pour me demander, « Tu es fatigué ou on peut faire un autre exemple ?» Parfois, nous n'étudions pas du tout, nous restions assis là, à nous passer un sac de bretzel dans les 2 sens, à parler de tout et de rien. Une nuit, il a plu fort, le genre de pluie qui fait que le monde entier sent le pavé et le pain. Nous nous sommes assis dans l'allée derrière le magasin, dos au mur de briques, les livres fermés, écoutant simplement l'averse. J'avais l'habitude de penser que le succès signifiait tout laisser derrière soi, ai-je dit à voix basse. Comme si je prouvais que je n'avais besoin de rien. Alex m'a jeté un coup d'œil, et maintenant, je pense qu'il s'agit peut-être de construire quelque chose de nouveau, pas seulement pour se venger, mais parce que c'est important. Il a hoché la tête, lentement et pensivement. Puis, d'une voix si douce que je l'ai presque manqué, il a dit, « J'ai l'impression que nous construisons quelque chose, n'est-ce pas ?» Je me suis tourné vers lui. Oui, j'ai respiré, c'est vraiment le cas. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose changer. Pas comme une grande révélation, mais plutôt comme une porte qui s'ouvre doucement. Je ne me contentais plus de récupérer. J'étais en train de créer, à partir de restes de manuels scolaires, de compost et de semi-points à partir d'une vie que je faisais grandir à la main jour après jour. Nous n'avions pas encore de diplôme, de titre ou de certitude. Mais nous étions là l'un pour l'autre et nous avions un début.
Tout a commencé avec un simple pot de roquettes sur le rebord de la fenêtre au-dessus de la boulangerie. Les feuilles étaient griffues, têtues et pas du tout photogéniques, mais je les ai regardées germer comme si elles étaient sacrées. J'avais gardé des coupures de produits abîmés au magasin, tiges de basilic, laitue flétrie, laitue moussue. Même s'il y avait à peine 5 plateaux d'épinards et d'herbes à mon nom, ce nom n'était pas pour les autres, il était pour moi. Et la preuve que quelque chose m'appartenait, que je pouvais cultiver quelque chose à partir de rien et oser l'appeler vrai. Alex m'a aidé à créer une simple page en ligne, rien d'extraordinaire, juste quelques photos, un formulaire de contact et une liste de produits disponibles mise à jour chaque semaine. La plupart du temps, je rentrais à peine dans mes frais. Certaines semaines, j'ai perdu de l'argent. Notamment lorsque j'ai essayé de livrer les commandes par bus pendant les vagues de chaleur et que la moitié de la laitue a flétri à l'arrivée. Pourtant, j'ai continué. Parce qu'il n'était pas question d'abandonner. Je ne l'ai plus fait. J'ai vendu des bottes de persil à un petit café situé à 2 rues d'ici. Le garçon de café l'appelait « la menthe poivrée pour l'âme » et m'a dit que je devrais commencer à presser les herbes pour en faire des huiles. J'ai commencé à étiqueter des sacs en papier avec des autocollants dessinés à la main, soleil, feuilles et flammes. Parfois, je me surprenais à murmurer. Ils ne m'ont rien donné, je fabrique tout, un charme contre l'épuisement. Mais certains soirs, je doutais. Durement. Comme la fois où 2 plateaux de semis se sont effondrés. Ou lorsqu'un traiteur haut de gamme a refusé de payer. Sous prétexte que je n'étais pas un producteur vérifié. Ou lorsque le loyer a augmenté et que j'ai dû choisir entre les nutriments du sol et le ticket de bus. Cette semaine-là, j'ai à peine dormi. Je me suis emporté contre les clients. J'ai failli envoyer un courriel au café pour dire que je démissionnais. Puis, sans crier gare, Alex m'a dit « Viens dîner vendredi. Mes parents veulent te rencontrer. » J'ai hésité. Je n'avais pas envie d'expliquer ce que cela représentait de construire un avenir à partir de compost et de graines de magasin à $1. Mais le vendredi est arrivé et je me suis retrouvée devant une petite maison jaune à la peinture écaillée et à la lumière chaude qui se déversait par les fenêtres. Alex a ouvert la porte avant que je ne frappe. À l'intérieur, sa mère avait de la farine sur les joues et un rôti dans le four. Son père portait un tablier sur lequel on pouvait lire « Un truc chaud à venir. Jessie, s'est exclamé sa mère en me serrant dans ses bras qui sentaient le romarin et la maison. Alex nous a dit que tu nourrissais la moitié de Modesto à partir d'un jardin de trottoir. C'est incroyable. J'ai ri nerveusement. C'est plutôt un quart de trottoir et 3 plants de menthe confus. Au dîner, ils ont posé de vraies questions. Qu'est-ce que j'ai fait pousser? Comment ai-je vendu? Quel était mon plan à long terme? J'ai admis que je n'étais pas sûre, que j'arrivais à peine à travailler certains jours, que je n'avais même pas de serre digne de ce nom ni d'éducation formelle. Mais j'ai parlé honnêtement et ils m'ont écouté comme si ce que je disais avait de l'importance. Après le dessert, le père d'Alex s'est penché en avant et a dit « Tu as une vision, Jess. Tu ne fais pas seulement pousser de la nourriture, tu fais pousser une idée, et nous croyons en des gens comme toi. » Je l'ai regardé avec étonnement. Pourquoi? Parce que c'est rare, ajoute doucement sa mère. Rencontrer quelqu'un qui construit à partir de restes et qui n'attend pas de permission. Quelque chose en moi s'est ouvert. J'attendais que quelqu'un me dise que mon rêve n'était pas qu'une fantaisie cousue de rejet et d'orgueil. Que c'était quelque chose de réel. De valeur. Ce soir-là, en rentrant à la boulangerie avec une boîte de conserve dans mon sac, j'ai regardé la lune et j'ai murmuré « D'accord, on continue. » Parce que l'échec n'était peut-être pas la fin. Peut-être n'était-ce que du compost. L'emménagement n'était pas prévu. Comme la plupart des événements entre Alex et moi, il s'est déroulé lentement, puis d'un seul coup. Au début, il n'y avait qu'une brosse à dents oubliée. Puis une deuxième tasse dans l'évier, un de mes sweats à capuche plié sur l'accoudoir de son canapé. Bientôt. Je m'endormais sur son sol à côté de flashcard et je me réveillais avec l'odeur des œufs brouillés et sa main qui brossait doucement les cheveux sur mon front. Tu pourrais rester, a-t-il murmuré un soir, alors que nous étions allongés sur son canapé défraîchi, ma tête sur sa poitrine, son pouce traçant des cercles tranquilles le long de mon bras. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'idée de partager un espace, un vrai espace, pas des étagères empruntées et des bancs partagés, me terrifiait. J'avais passé tellement de temps à ne compter que sur moi-même que laisser quelqu'un me voir sans surveillance me semblait risqué. Mais j'ai regardé l'appartement. Des plantes dans tous les coins, nos livres empilés les uns à côté des autres,
et le tableau blanc au-dessus de son bureau où il avait un jour écrit au feutre vert, juste l'examen de bio de Crush, et j'ai réalisé que je vivais déjà là. Je ne l'avais pas encore appelé maison. Alors je suis restée. Ce n'était pas prestigieux. Notre cuisine était à peine assez grande pour que 2 personnes puissent s'y tenir debout, et le robinet gémissait chaque fois que nous faisions la vaisselle, mais c'était le nôtre. Il m'interrogeait pendant que je préparais des kits de semences. Je lui lisais des passages de ses manuels d'enseignement pendant qu'il cuisinait. Nous avons ri. Nous avons étudié. Nous planifions. La plupart du temps, je m'endormais avec de la terre sous les ongles et son cœur qui battait régulièrement à mon oreille. Une nuit, alors que la ville bourdonnait à l'extérieur de notre fenêtre ouverte, je me suis tournée vers lui et j'ai murmuré, « Je n'ai jamais connu ce genre de paix auparavant. » Il a embrassé le sommet de mon crâne. « C'est toi qui l'as construite. » Et c'est peut-être ce que j'ai fait, morceau par morceau. Le lendemain matin. Quelque chose a changé. C'est arrivé après une tasse de café tranquille et une promenade dans le jardin communautaire que j'avais aidé à restaurer le mois dernier. J'ai vu un prospectus affiché sur la porte du jardin, indiquant qu'un espace de serre était disponible. Loyer dégressif. Petite parcelle pour les cultivateurs débutants. Je l'ai arraché sans hésiter. À midi, je me tenais devant une serre en verre vieillissante, nichée derrière une école secondaire locale. Elle sentait la poussière et le potentiel. Le vieil homme qui dirigeait l'endroit m'a proposé un tarif mensuel réduit pour quelqu'un qui semble se soucier davantage des racines que des recettes. En l'espace d'une semaine, j'ai transporté des pots et de la terre à travers la ville. J'avais économisé chaque dollar supplémentaire sur les paquets d'herbes aromatiques et les kits de démarrage pour le jardin. Et bien que j'ai à peine de quoi couvrir les 2 premiers mois, j'ai signé l'accord en tremblant. Avant. Les légumes verts d'Amérique n'étaient qu'un nom sur un autocollant. Maintenant, c'est une réalité. La serre n'est pas grand-chose. Quelques fenêtres fissurées, des dalles de sol inégales et des bouches d'aération qui gémissaient quand il faisait trop chaud, mais elle était à MOI. Et la première fois que je me suis retrouvée seule au milieu des rangées de bacs à semis et de la terre chauffée par le soleil, j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais dépassée, mais parce que, pour la première fois depuis que j'avais quitté Sacramento, je me sentais enracinée. J'ai envoyé le premier bon de commande officiel au café qui avait cru en moi dès le premier jour, puis un autre à un petit marché du centre-ville. J'ai posté une photo de la serre sur ma page avec une légende qui disait simplement « Nous avons grandi ». En quelques heures, j'ai reçu 4 nouvelles demandes de renseignements. Des retours à la maison. J'ai trouvé Alex assis à la table de la cuisine avec un plat à emporter et un sourire fier. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte de visite faite à la main, Jessica S. Green, fruit d'un travail de fond, enraciné dans l'espoir. J'ai levé les yeux en larmes. « C'est toi qui l'as faite » a-t-il dit en haussant les épaules. Je n'ai fait qu'imprimer ce que tu es déjà. Ce soir-là, alors que j'arrosais le basilic et que je préparais les paquets pour la livraison, je me suis murmuré, ils ne m'ont rien donné, je construis tout. La chaleur est arrivée comme un avertissement que personne n'a pris au sérieux. Cela a commencé par une journée d'air calme, lourd et sec, comme si toute la ville retenait son souffle. Puis les températures ont dépassé les 100 degrés, le soleil tapant sans vent, sans nuages, sans pitié. À eu début, j'ai pensé que tout irait bien. La serre avait des panneaux ombragés et j'arrosais tôt le matin. Puis à la tombée de la nuit. J'avais survécu à pire, j'avais eu du mal à faire mes courses, j'avais dû transporter de la terre à pied, j'avais même reçu des lettres de refus qui m'avaient presque brisé. Je pouvais survivre à cela aussi. Mais en l'espace de 4 jours, j'ai vu les feuilles que j'avais entretenues pendant des mois se recroqueviller sur elles-mêmes comme de minuscules poings qui se referment. Ma roquette a brûlé. Mon basilic est devenu amer. Les épinards, mon best-seller, se sont desséchés sous mes yeux, jaunissant alors même que je leur murmurais qu'ils pouvaient m'entendre. J'ai tout essayé, seau à glace, panneaux réfléchissants, brumisateurs de fortune, mais rien ne pouvait lutter contre le soleil implacable. J'avais l'impression que c'était personnel, comme si l'univers me rappelait, on ne gagne pas aussi facilement. Les commandes ont été retardées. Puis annulées. Le café a envoyé un courriel poli pour dire que les derniers paquets étaient arrivés flétris. Le marché du centre-ville a publié une critique vague mais pertinente, qualité irrégulière, prometteuse mais peu fiable. Et c'est ainsi que le petit élan que j'avais pris a commencé à s'essouffler. Un matin, je suis entré dans la serre et j'ai trouvé la moitié de mes semis effondrés, la terre craquelée et sèche comme de l'os malgré l'arrosage.
Je me suis effondrée à côté des plateaux, la terre sur les genoux, les bras mous le long du corps. J'ai regardé les rangées de plantes vertes en ruine et j'ai murmuré, je ne sais pas si je peux encore le faire. Ce soir-là, je n'ai pas beaucoup parlé. Alex l'a remarqué. Parle-moi, a-t-il dit doucement alors que nous mangions en silence. Ce n'est pas seulement une mauvaise semaine, ai-je murmuré. C'est tout. Pas de capital. Pas d'équipement. Pas de soutien. J'ai construit tout cela à partir de miettes et maintenant ça s'écroule. Et ma voix s'est brisée. Je ne peux pas continuer à faire avancer un rêve qui pourrait ne pas fonctionner. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Il a simplement écouté, sa main reposant sur la mienne. Le lendemain après-midi, alors que j'étais assise à la table de la cuisine et que je cherchais comment déposer une demande de fermeture d'entreprise, j'ai entendu frapper à la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, Alex était là, avec 2 ventilateurs dans les bras. Derrière lui, ses parents déchargeaient des bacs en plastique, des rallonges électriques, de vieux rideaux, des flacons pulvérisateurs, tout ce qui pouvait aider. Son père s'est essuyé le front et a dit, « Bon, où est-ce qu'on installe la station de refroidissement d'urgence ?» J'ai cligné des yeux, abasourdi. « Qu'est-ce que tu fais ?» Alex m'a regardé comme si c'était évident. « On sauve ce qu'on peut. Mais ça ne réglera pas le problème de la chaleur. » « Non, dit sa mère en posant une caisse de tissus imbibés d'eau fraîche, mais ça peut te faire gagner du temps. Nous ne laisserons pas votre jardin tomber sans combattre, a ajouté son père, qui transportait déjà des fournitures vers la serre. Je les ai suivis à l'extérieur, sans rien dire, la gorge serrée. Ensemble, nous avons accroché des toiles humides sur les panneaux de la serre. Nous avons branché les ventilateurs et installé des seaux de glace pour faire circuler l'air frais. Nous avons pulvérisé les feuilles doucement, en leur parlant comme à des parents inquiets. Ce n'était pas parfait. Ce n'était même pas professionnel, mais c'était quelque chose. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol de la serre, entourée de solutions de fortune et du doux ronronnement de ventilateurs empruntés. La chaleur était toujours présente. Mais je n'avais plus l'impression qu'elle m'écrasait. Alex m'a apporté un thermos de thé et s'est assis à côté de moi. J'ai vu que tu avais failli abandonner aujourd'hui, dit-il doucement. Je l'ai fait. Mais tu ne l'as pas fait. Je l'ai regardé, j'ai vu la sueur sur son front, les mains qu'il avait soulevées, portées et tenues. Tu t'es montré, ai-je chuchoté. Elle a souri. Toi aussi. Je ne savais pas ce que la semaine suivante nous réservait. Les récoltes pouvaient encore échouer, les commandes pouvaient cesser d'arriver, les critiques pouvaient rester en l'état. Mais pour la première fois depuis que le soleil avait entamé son cruel siège, je ne me sentais pas seule dans le FEU. Cela m'a suffi pour continuer à essayer. Et la première pousse verte qui est revenue après la canicule n'était même pas une pousse que j'avais plantée exprès. C'était de la coriandre. D'une manière ou d'une autre, elle avait survécu à l'ombre d'une étagère cassée, ses feuilles étant encore brillantes. Respirant encore. Je me suis accroupie près d'elle et j'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des semaines. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de rechercher la perfection. Au lieu de cela, je me suis appuyée sur ce que je savais déjà, sur ce que je pouvais partager, enseigner et construire même lorsque le sol me faisait défaut. C'est Alex qui a suggéré les ateliers. Tu parles de ces choses mieux que n'importe quel manuel, a-t-il dit un soir, alors que nous mettions dans des cartons des plateaux de semences récupérées. Et si, au lieu de vendre des légumes verts, tu montrais aux gens comment cultiver les leurs, j'ai hésité. Est-ce que quelqu'un s'intéresserait à ce que j'ai à dire ? Il a levé un sourcil. Tu es la seule personne que je connaisse qui ait fait renaître un jardin avec des tasses cassées et de l'eau de pluie. Si cela ne vaut pas la peine d'être enseigné, je ne sais pas ce que c'est. J'ai donc imprimé quelques prospectus, culture à partir de zéro. Introduction au jardinage en conteneur, pas de jardin. Pas de problème. Apprenez à cultiver des produits frais dans n'importe quel espace. L'instructrice Jessica S. de Jessica S. Green. Je les ai affichés sur les panneaux de la bibliothèque, dans la vitrine du café et au magasin où j'avais déjà vendu du chou frisé et répondu tranquillement à des questions sur le compostage. Je m'attendais à recevoir 2 personnes, peut-être 3. 10 se sont présentés. Une femme m'a dit qu'elle avait vu mes sacs de livraison d'autocollants et qu'elle attendait que je donne un cours de ce genre. Un père a amené sa fille, qui voulait cultiver des fraises dans des pots de yaourt recyclés.
Ce premier samedi, nous avons planté de la roquette dans des récipients à emporter et nous avons parlé d'échecs comme s'il s'agissait d'une saison comme les autres. Et la semaine suivante, j'ai lancé une petite gamme de kits de démarrage. Juste assez de graines, de pastilles de terre, d'instructions et d'encouragement pour donner à quelqu'un d'autre ce dont j'avais eu besoin autrefois. Les commandes ont commencé à affluer, puis à doubler. À l'automne, j'organisais des ateliers mensuels dans la serre. Des blogueurs locaux ont écrit sur la fille qui a construit une ferme en empruntant de la terre. Un collège communautaire m'a contacté pour me demander si j'envisageais d'être invité à donner des conférences. Puis l'invitation est arrivée dans ma boîte de réception. Modesto Green Future. Nous aimerions que Jessica Moore, de Jessica S. Green, donne une conférence sur l'entrepreneuriat local et le développement durable. J'ai regardé l'email pendant un long moment, ne croyant pas que c'était réel. Moi, conférencière. L'événement s'est déroulé dans le hall d'une gare reconvertie, tapissée de bois recyclé et de guirlandes lumineuses suspendues. La salle était remplie de propriétaires de petites entreprises, d'éco-désignés et d'étudiants bénévoles. Je me suis tenu derrière un podium, vêtu de mon plus beau blazer, et je leur ai dit la vérité. Que j'avais commencé avec rien, que le rejet que je pensais me ruiner m'avait en fait orienté vers quelque chose de meilleur. Que la croissance n'était pas toujours visible immédiatement, mais que cela ne signifiait pas qu'elle ne se produisait pas. Je m'attendais à des applaudissements polis, mais j'ai eu droit à une véritable ovation. Après le séminaire, nous sommes allés dîner, moi, Alex et ses parents. Rien d'extraordinaire, juste une petite table dans un restaurant aux comptoirs ébréchés et au meilleur levain du comté, le genre d'endroit où l'on ne se presse pas de partir. Et la mère d'Alex a traversé la table et ses doigts ont effleuré les miens. Nous sommes très fiers de toi, dit-elle doucement. Nous avons toujours su que tu en étais capable. C'est à ce moment-là que les larmes ont commencé à couler. Je ne le savais pas, ai-je chuchoté. Pas avant que tu n'y crois en premier. Ils m'ont laissé pleurer. Personne ne s'est précipité pour combler le silence. J'ai essuyé mes joues avec une serviette et j'ai ajouté, la voix fêlée. Tu m'as fait croire que je pouvais être plus que négligé. Alex s'est approché, posant sa main sur la mienne. Tu n'as jamais été négligé. Tu as été sous-estimé, et ce sont des choses différentes. Et dans ce petit moment vacillant entre le fromage grillé et le thé chaud, je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, je ne faisais plus que survivre. J'étais en train de m'épanouir. C'était un mercredi matin comme les autres. Je m'étais levé tôt, triant des kits de graines et préparant des mélanges de terre pour l'atelier du week-end. La bouilloire sifflait. Mon téléphone a sonné. Une nouvelle commande venait d'arriver de la part d'une certaine Lena à Fresno. Normal, facile.et puis je l'ai senti. Pas exactement un symptôme. Juste une pause. Un changement dans mon corps que je ne pouvais pas nommer mais que je ne pouvais pas ignorer. Comme si mon centre de gravité avait discrètement changé sans ma permission. À midi, j'étais dans l'allée des pharmacies, tenant un test dans une main et une bouteille de thé au gingembre dans l'autre, le cœur battant comme si je venais de faire une course pieds nus. Je n'ai pas attendu de rentrer chez moi. Je me suis réfugiée dans les toilettes du café du coin, j'ai fermé la cabine à clé et je me suis assise sur le bord du siège en regardant fixement le morceau de plastique qui était sur le point de tout chambouler. Quelques minutes plus tard, j'ai vu le résultat. 2 lignes roses. Clair. Sans équivoque. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis contentée de fixer le test tandis que le monde extérieur continuait à bouger. Les ordres fusaient, le lait fumait, les cuillères s'entrechoquaient. Mes jambes n'ont pas bougé jusqu'au moment où mon cœur l'a fait, dites-lui. J'ai couru. J'ai littéralement traversé la ville en courant, le test toujours enveloppé dans une serviette en papier, le vent emmêlant mes cheveux et mon souffle se bloquant dans ma gorge. Alex était bénévole au centre communautaire ce matin-là et aidait à mettre en place un coin scientifique pour les enfants. J'ai franchi les portes comme une tempête. Il a levé les yeux, surpris. Jess, j'ai du mal à respirer. Il faut que je te dise quelque chose. Il s'est avancé, les sourcils froncés par l'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien dit. Je lui ai tendu la serviette en tremblant. Il l'a déballée lentement, et quand ses yeux se sont posés sur ces 2 lignes roses et douces, il s'est figé, un battement de cœur, puis un autre. Et puis il a souri, pas un petit sourire. Un sourire plein, incrédule, joyeux, qui illuminait tous les coins de la pièce. Tu es là.
J'ai hoché la tête et, comme ça. Il m'a prise dans ses bras et m'a soulevée du sol en riant dans mon cou. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais effrayée jusqu'à ce que je voie la joie dans ses yeux. J'ai pensé qu'il hésiterait. Qu'il s'inquiéterait, qu'il me demanderait si j'étais prête. Je n'étais même pas sûre d'être prête. Mais il n'a rien dit de tout cela. Et elle m'a juste murmuré à l'oreille, chaud et doux, alors rendons cela officiel, soyons une famille. Ce jour-là, nous n'avons rien dit à personne d'autre. Au lieu de cela, nous sommes rentrés chez nous en nous tenant la main, plus lentement que d'habitude, comme si l'air avait changé et que nous étions encore en train d'apprendre à respirer. 2 semaines plus tard, nous nous sommes mariés dans le jardin de la maison de ses parents. Il n'y avait que nous 4, un treillis emprunté, des guirlandes lumineuses et le parfum du romarin et des roses anciennes dans le vent. Et sa mère a pleuré au moment où j'ai dit « je le veux ». Son père a apporté de la limonade maison et apporté un toast à la femme la plus féroce que je connaisse. Nous n'étions pas en blanc. Nous avons porté ce que nous avions. J'ai porté un bouquet d'herbes coupées dans la serre, du basilic, du thym et du souci. Simple, honnête, parfait. Avec leur aide, nous avons trouvé une maison juste à l'extérieur de la ville, une maison rénovée baignée de soleil avec un porche enveloppant et une arrière-cour qui s'étendait en pente vers un sol ouvert. Dès que je l'ai vue, j'ai imaginé des rangées de tomates, des tournesols dressés, notre enfant se promenant entre les vignes de courge à l'automne. Ce n'était pas seulement une maison. C'était un début à l'intérieur d'un début. Nous nous tenions ensemble au milieu de ce jardin envahi par la végétation, la main d'Alex sur mon ventre. Le coucher de soleil peignant en or les poteaux de la clôture, et j'ai murmuré, ceci est tout ce que je n'aurais jamais pensé avoir. Il a embrassé mon front et a murmuré, tu as tout construit, Jess, chaque centimètre. Et c'est peut-être ce que j'ai fait, non pas par chance, non pas par la faveur de quelqu'un d'autre, mais par un amour tranquille, têtu et indéniable pour la terre, pour lui, pour la vie que nous étions sur le point de faire grandir ensemble. C'était un dimanche paisible, presque suspect. Je plantais les premières laitues près du porche pendant qu'Alex nettoyait les gouttières. Le soleil était doux, le genre de chaleur qui se pose sur la peau au lieu de la brûler. Même l'air semblait bourdonner d'un contentement tranquille. Je n'ai pas entendu la voiture avant qu'elle ne s'engage dans l'allée de gravier derrière notre maison. Une voiture argentée aux lignes pures, aux vitres teintées et aux pneus qui crissent à peine. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un livreur égaré. Puis la porte s'est ouverte et Émilie en est sortie. Les mêmes cheveux brillants, les mêmes talons délicats qui n'avaient rien à faire près de la terre. Elle est restée immobile un moment, ses yeux passant de la balançoire du porche au bac à fleurs et au treillis suspendu avec des haricots grimpants et des panneaux peints à la main. Jess, dit-elle prudemment. Je me suis levée, brossant la terre de mes mains. Émilie, elle a cligné des yeux, c'est chez toi? Oui. Elle s'est approchée, les talons vacillant légèrement dans l'herbe. Ses yeux ont balayé les boiseries blanchies à la chaux, la serre à l'arrière, les rangées de plates-bandes surélevées débordant de vie. Elle a chuchoté « Waouh », puis « Papa, tu dois voir ça tout de suite » dans son téléphone, sans même se détourner. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. 15 minutes plus tard, leur voiture est arrivée. La même que celle dont je me souvenais à Sacramento. Impeccable et suffisante. Mes parents sont sortis lentement. Ma mère portait du lin comme s'il s'agissait d'une armure. Mon père avait l'air plus âgé, plus fragile que dans mon souvenir, un peu de gris adoucissant ses tempes. Ils ont parcouru le chemin sans parler. Lorsque mon père atteignit le porche, il s'arrêta net, fixant non pas la maison, mais moi. Mon ventre arrondi. La façon dont Alex est sorti de la porte latérale, ses mains gantées se posant sur mon épaule pour la protéger. Ses yeux se sont écarquillés, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu se faire tout petit. Nous avions tort, Jess, dit-il doucement. Nous pensions que tu ne t'en sortirais jamais sans nous. Ma mère a détourné le regard. Émilie tripote son téléphone. Je les ai regardés, tous, la famille qui m'avait appelée forte pour m'abandonner, qui avait mesuré ma valeur par rapport à la commodité, et j'ai attrapé la main d'Alex. Je l'ai fait, ai-je dit, la voix ferme. Parce que des gens m'ont choisi. Les mots n'ont pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, ancrée dans la vérité que j'avais construite de mes propres mains. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait en dire plus, mais le silence entre nous était finalement devenu quelque chose que je n'avais plus besoin de combler. Je me suis donc retournée vers le porche, où les semis attendaient et où la bouilloire commençait à siffler à l'intérieur.
Je me suis rendu compte que certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles n'ont tout simplement pas besoin d'être rouvertes. Ils ont commencé à venir le dimanche. Au début, c'était gênant, trop calme, comme si tout le monde avait peur de dire la mauvaise chose. Et ma mère apportait une tarte dans un plat en verre qu'elle s'attendait à récupérer. Et mon père proposait de réparer des choses qui n'avaient pas besoin de l'être. Une planche mal fixée sur le porche. Une charnière grinçante sur la porte de la serre. Des mains occupées pour des cœurs coupables. Je ne leur ai pas facilité la tâche. Je n'ai pas fait de grands sourires et je ne leur ai pas demandé de rester longtemps. Mais je les ai laissés s'asseoir sous le porche. Je les ai laissés tenir le bébé. Notre fille, Lily, enveloppée dans de douces couvertures vertes, ses petits doigts recroquevillés comme si elle plantait déjà des graines dans le monde. Ils la regardaient comme si elle était sacrée. Je les regardais avec un mur entre nous que j'avais construit, brique par brique. À chaque fois qu'il me disait que je trouverais la solution, je donnais la carte à Émilie. Un dimanche, après que Lily se soit endormie dans les bras de son grand-père. Ma mère et moi nous sommes assises à la table près de la fenêtre. Je sirotais un café froid en triant le matériel de l'atelier pour la semaine. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Elle s'est contentée de regarder la poitrine de Lily se soulever et s'abaisser au rythme de la respiration de mon père. Puis elle a dit doucement, je pensais que les plus forts n'avaient besoin de rien. Je n'ai pas levé les yeux. Je pensais que si nous donnions plus à Émilie, c'était pour équilibrer les choses, parce que tu semblais toujours indestructible. J'ai enfin croisé son regard. Elle avait l'air plus âgée, plus douce dans la lumière. Il n'y avait pas de maquillage aujourd'hui, pas de boucle d'oreille en argent, juste une femme avec des années qu'elle ne pouvait pas rattraper. Je vois maintenant, a-t-elle poursuivi. Ta force n'était pas la raison pour laquelle on t'a abandonné. Elle aurait dû être la raison de te soutenir. Je n'ai pas répondu. Parce que dire à quelqu'un qui n'a reconnu ta valeur qu'après que tu aies cessé d'avoir besoin de sa validation? Au lieu de cela, je me suis levée et j'ai placé un petit pot de lavande devant elle. Une plante que j'avais cultivée à partir d'une bouture que la mère d'Alex m'avait donnée la première semaine où nous avions emménagé. Tu peux l'emporter chez toi, ai-je dit simplement. Mais n'oublie pas de l'arroser. Elle a souri faiblement, les larmes aux yeux. Je n'oublierai pas. Et c'est tout. Pas de grandes excuses. Pas de grande réconciliation. Juste de l'espace. De l'espace pour les laisser essayer, sans attente. De l'espace pour que Lily sache d'où elle vient, sans oublier le chemin parcouru. Je ne leur ai pas pardonné facilement. Je n'étais pas sûre de le faire un jour, mais j'ai écouté. Parce que parfois, la guérison ne passe pas par des scènes dramatiques ou des regrets parfaitement programmés. Parfois, il suffit d'un après-midi tranquille, d'un plat de tarte passé et d'un petit battement de cœur qui vous rappelle que vous avez brisé le cycle en vous épanouissant à travers lui. Les champs s'étendent maintenant, plus loin que je ne l'aurais cru. Les rangées de tournesols flottent comme des drapeaux dorés vers le ciel. Le chou frisé, les blettes, les tomates et la lavande fleurissent en sections bien ordonnées et florissantes. Il y a maintenant une nouvelle serre, plus grande que la première, construite à l'aide de panneaux solaires et de dons de la communauté. Au bord de la propriété, près du verger, un petit panneau en bois indique « Jessica S. Green grown from gris ». Partagé dans l'espoir. Chaque automne, nous organisons le festival de la récolte. Ce qui a commencé comme un pot de remerciements s'est transformé en quelque chose de plus grand. Des stands de nourriture, des ateliers, de la musique et des rangées d'enfants qui apprennent à planter des soucis dans des gobelets biodégradables. Chaque année, nous annonçons de nouveaux bénéficiaires de bourses d'études. Des étudiants qui, comme je l'ai été, se sont vus dire qu'ils n'étaient pas assez nombreux. C'est la partie qui me touche le plus. Regarder ces enfants s'avancer, les yeux écarquillés, les épaules carrées, en sachant que je ne leur donne pas seulement une chance, mais aussi une conviction. Alex m'aide à lire les noms, il sourit toujours comme si c'était le meilleur moment de son année. C'est probablement le CAS. Elle enseigne toujours à plein temps, et la moitié des enfants de ses classes se présentent au festival avec des t-shirts qui disent « Planter le changement ». Émilie vient aussi. Elle amène ses jumeaux, des petits garçons turbulents et curieux qui considèrent le champ de citrouilles comme une piste de course. Elle enseigne dans une école publique à l'autre bout de la ville. Et lorsqu'elle parle de ses élèves, il y a une lumière dans sa voix que je n'ai jamais vue chez la fille qui m'a un jour traité d'intense parce que j'étudiais trop.
Nos parents sont bénévoles au stand d'accueil. Ma mère fait maintenant des tartes avec mes propres pommes, et mon père parcourt le périmètre tôt le matin pour vérifier qu'il n'y a pas de givre, comme si c'était son devoir sacré. Nous ne parlons plus beaucoup du passé. Non pas parce qu'il n'a pas eu lieu, mais parce que le présent est finalement devenu trop plein pour laisser de la place à la rancœur. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié, ou que chaque cicatrice a guéri proprement. Certaines blessures s'installent dans le sol et y restent. Mais en marchant dans les champs avec ma fille Lily, aujourd'hui âgée de 8 ans et pleine de questions, je ressens quelque chose de plus fort que l'amertume. Je ressens de la paix. Elle saute à côté de moi, une main dans la mienne, l'autre frôlant les buissons de romarin. Maman. Tu as vraiment fait pousser tout ça à partir de rien, demande-t-elle, les sourcils froncés comme si elle essayait de faire le calcul. Je souris. À partir de rien, car personne ne me croyait capable de le faire, acquiesce-t-elle, satisfaite. Eh bien, je crois que tu en es capable. Et juste comme ça, j'ai l'impression que tout ce qui était autrefois brisé fleurit devant moi. Nous nous arrêtons sur la colline qui surplombe la ferme et je m'accroupis à côté d'elle, brossant la terre sur ses genoux. Le soleil est bas. La lumière est douce. Je peux entendre de la musique et des rires en contrebas, des amis, des voisins, des étrangers, maintenant de la famille. Et je me dis que parfois, la justice ne rugit pas. Elle grandit. C'était la fin de mon histoire. Je me demande encore parfois si, lorsqu'Émilie s'est présentée sans y être invitée et a amené nos parents pour voir la vie que j'avais construite, elle essayait de se reconnecter ou de récupérer une partie de quelque chose qu'elle avait autrefois négligé. A-t-elle fait ce qu'il fallait? Dites-le moi dans les commentaires. Et si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. J'aimerais partager avec vous la suite de ce voyage. What's vibrating? I can't get that far. I can't get that far. Oh! Alright, I am getting stuck. There we go. We're gonna try this again, huh? Twatpotamus? Twatpotamus is a crazy word. I'm gonna keep it. Thanks, Chicken Man. Oh, hey, we're back to this fucking square one. You did this to us. I almost had it. We're gonna revoke your fucking license. Why did the non-binary prospector buy land in California? Please don't let this be an insensitive joke. Bejabbers, Twatpotamus, Omnishambles, what the fuck? Because there's gold in them there hills. You gotta be smarter. That's pretty fucking funny. Uh-oh. And Odohasamuf. What? What? What are these words you're even saying, bruv? What are you even saying to me? Who are you? Reveal yourself, Chicken Man. Reveal your true identity, because now you're just speaking in tongues. Chickens don't have tongues. Yes, they do! I know. Yo, why don't they wear underwear? I don't know. Why don't chickens wear underwear? Because they're peckers on their face. Oh, shit, that's so funny. I forgot to fucking laugh. And the truck's gone. What are you even doing? I have plans. I have plans. You dropped it. I did drop it. Because Is it hot? I need something. I need What this. do you need? I need this. Chicken Man laughed really hard. I've never seen him laugh that hard. He didn't realize his pecker was on his face. I think he did realize his pecker was on his face. Alright.
Yank her off, man. Let's see it happen. You're down to 2%. Hopefully I'm still live when you get home. I'll be live for a little bit. I'm just forcing El Jefe here to play games with me, so we're having fun today. His true identity is 3 chickens in a trench coat. That tracks. We're doing it. She's going all right. Much love if I don't make it back in time. No worries. I appreciate you hanging out, man. Whoa. Whoa. Hold on. I have an idea. Can we get up here? Will this take us to a road? That's where we're supposed to go. That's where we're going to go last time. Oh, okay. Got it. Can I take that? Nope. Okay, so we've used that winch pole. Let's use this other one. No, wait. Go up to the thing and use the tree. Oh, that's true. I thought it was 4 chickens in a trench coat. Duh. Alright, there you go. No, one of those is a rooster. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Hold on. We have a tool for that. It's up on the roof. You want to grab it? I'm very discombobulated. Okay. First of all, get out of the truck. Second of all, do you see the flat thing up there? I sure do. Boom. I sure... That's a flip-o-matic. I'm a flip-o-matic, yo asshole, if you're not careful. Wow, you're really not doing what I want to do right... Oh. Well. Alright, now you can put that back. Wow. Wow! Well, here's the problem. You fucking yanked it. There's no problem. Except There's the no fact problem. that we're hugging a tree. There's no fucking problem here. Alright? Thanks for coming to my talk. Alright, I'm just gonna... I don't even know. What if chicken... let's see. The 4th one is a decoy. The other one got its leg snapped, so you had to leave it? Holy shit. My other question now is... with this, what if Chicken Man was a man who was a chicken that was a person's, who became a chicken by becoming a chicken when he was a I just had a stroke, you guys. A stroke of chicken? No, not a stroke of chicken, you Jesus fucking... Oh my god. Get out of my fucking face. How am I supposed to repair the engine? Oh wait, motor oil. Do we have motor oil? Brother, I have been putting motor oil in this motherfucker. Where is it? Check the cabinets. I have. They're not in here. Look, there's a motor oil there. Okay, perfect. Hang on. The motor oil back there. I can't drop this here. God damn it. Alright, I fixed the engine. Okay. Hell yeah, brother. Now I gotta fix tires? I gotta fix the tires. Hold on. You don't have to. They're not completely dead. That's not how you fix tires. I know it's not. Fix tires with a power drill. How do I... Oh, okay. Hold on. I can't because this is in my way. I know, isn't it great? They're putting it in the car. Hold on, I gotta talk to chat. Poor Jim was a good man. What'd you have to do with that to Jim? Wow, that drill isn't doing fuck all. Oh, I see. Oh, we almost lost this one. You didn't know how to use that drill. I know how to use the drill, bitch. Ain't no drill, bitch. All right, we got our tires back on. That's good news.
was something of a fast runner, so we had to do something? Jesus Christ, you guys! Breaking his fucking leg. What are you doing? What are you doing? I'm fixing our shit. Hey! God damn it, I just broke my legs. I'm just trying to go up on the fucking roof. I can't. Alright. I never can. Now, where's... Fucking windows don't exist. Oh my god. I always go through the fucking window. Hang on. Where's our grill? We don't have any more grills. What are you talking about? It's right here, bro. Bear grills. Oh my god. You didn't put the burgers in the fridge? You should put the 6 packs in the fridge. You need burgers? I'm literally making food right now. I'm gonna put a meat patty on here. Alright, you put that meat patty on there. Chicken Man, you are blessed. Yes, he is. The wizard has Wow. done his works. He really does on this day. Bergie. Now my legs aren't broken anymore. Mine too. Alright, we can put this in the fridge, yeah? No, that's hot. No, I can't. You can't put what? We can't put a cooked burger in the fridge. Just eat it. Alright, you ready? Did you eat it? Yes! Jesus Christ, bro! Why are you putting the hot grill in there, dude? Because I did last time. Oh, you did? Yeah. Are you able to use it again? Yeah! It's interesting. Alright, so we gotta go... Which way, where? Fuck if I know, dude. Alright, so we're here, and we gotta go up and around. Wait, there's a fucking... Oh, There's God.